Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, donc à la Fête de l'Humanité, sur le plateau du Vent de l'Humanité, Par le vent se lève, Mathieu Colletter, responsable des relations sciences et des relations institutionnelles pour l'ONG Bloom, qui lutte notamment contre la surpêche et la destruction des océans. Vous avez une action forte à Bruxelles, puisque par l'intermédiaire de certains eurodéputés, vous avez réussi à obtenir quelques avancées. Je pense notamment par exemple à l'interdiction de la pêche électrique en janvier dernier. Vous êtes en quelque sorte un bon lobbyiste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur l'état de nos océans, de nos mers ? Ouais, alors je vais commencer, alors, avant de répondre à la question, je vais commencer juste par une petite présentation de Bloom. Donc Bloom, on est en effet une petite ONG créée en 2004 qui avons réussi à avoir des résultats positifs au Parlement européen. Donc ça, on s'est notamment fait connaître à travers la campagne sur la pêche en eau profonde, et donc où on a obtenu l'interdiction du chalutage au-delà de 800 mètres. Et en effet aussi à travers ce combat actuel de la pêche électrique, où il y a eu un vote en janvier, mais où le combat n'est pas fini, puisqu'il y a toujours c'est en négociation au sein de ce qu'on appelle le trilogue, donc entre le Parlement, la Commission et les États membres. Et donc voilà, donc on continue à suivre ce combat, et voilà, avec une échelle européenne qui est assez importante. Et donc en effet, notamment à travers le cas de la pêche électrique, on voit bien que l'état de nos écosystèmes, de nos océans européens à l'heure actuelle n'est pas excellent. Alors on part d'une situation qui est quand même assez catastrophique, où on a eu une surexploitation chronique qui n'est pas nouvelle, puisque déjà en après-guerre, les zones côtières étaient déjà surexploitées, et puis avec une Europe qui a mis du temps à intégrer des cibles de gestion et compagnie. Et donc à l'heure actuelle, on a observé des améliorations, donc notamment en fait dans les années 90, il y avait à peu près 90% des stocks européens qui étaient surexploités. On est descendu des années 90. Quand vous parlez des stocks européens, vous parlez de la pêche notamment, voilà, des stocks. Alors les stocks, c'est une espèce espèce de poisson dans une zone géographique donnée. Donc il va y avoir un stock de morue dans la mer Celtique, un stock de sardines dans le golfe de Gascogne. Voilà, donc ça c'est ces stocks. Et en fait, donc sur ces stocks, on est capable de dire s'ils sont ou pas surpêchés. Donc la surpêche qui est une situation un peu catastrophique où en fait on met plein de bateaux sur l'eau pour pêcher plus de poissons, mais en fait on en pêche moins. Et donc il y a toute une gestion à avoir qui est de mettre le bon nombre de bateaux sur l'eau pour capturer la bonne quantité de poissons qui permettent au stock de continuer à survivre, à se reproduire, et à aussi intégrer une dimension de l'écosystème dans cette gestion. Donc ça, c'est pas géré par les entreprises, c'est géré par l'Union européenne. Alors la gestion des pêches, en fait, c'est une capacité européenne, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque année les ministres qui vont se réunir, qui vont décider de fixer des quotas sur les stocks de poissons, donc ceux qu'on connaît, et après ces quotas vont être partagés entre les différents pays. Et donc dans les années 90, on fixait encore des quotas qui étaient bien trop hauts, donc où on avait 90% des stocks de poissons qui étaient surexploités. Cette tendance, elle s'est améliorée, donc notamment dans l'Atlantique Nord-Est sur les années 2000, on est passé de 70% de stocks surexploités à 40% de stocks surexploités. Et sur les 3-4 dernières années, on observe que on a arrêté le progrès. Et donc là, pour nous, c'est encore une bataille à mener, c'est de continuer à aller vers une bonne gestion, sachant que l'Europe, normalement, est censée, en 2020, avoir tous ses stocks gérés durablement. D'accord. Et donc, dans l'Atlantique Nord-Est, ce n'est pas encore le cas. On en a encore 40% de surexploités. La Méditerranée, c'est une catastrophe. La Méditerranée, on a plus de 90% des stocks de poissons qu'on connaît qui sont surexploités. Et donc, on est encore dans une situation où, malgré le fait qu'on ait des cibles en place, des politiques en place, de la science qui est mise en place, on a encore des stocks surexploités et on tire encore la sonnette d'alarme sur l'état de santé de ces stocks. D'accord. Et ça a quelles conséquences sur la biodiversité ça menace que des espèces s'éteignent ou... Justement, ça menace que des espèces s'éteignent, et puis en fait, on évolue dans des écosystèmes. Donc quand on pêche un poisson, on impacte aussi son prédateur, on impacte aussi sa proie, et on impacte le fonctionnement de notre écosystème et la biodiversité de l'écosystème. Et donc on sait très bien aujourd'hui, mais même en adoptant le cadre de gestion actuel, qu'on a des impacts sur la biodiversité qu'il faut beaucoup mieux gérer et prendre en compte. Et là, il y a déjà des impacts visibles ? Alors
Tout à fait. Alors, au niveau européen, on a bien sûr des espèces qui, en plus, avec les autres pressions anthropiques, avec le changement climatique, avec les industries d'extraction qui veulent aussi se mettre en place, donc on a une grosse pression sur le milieu marin et on voit déjà des impacts sur la biodiversité avec soit des espèces qui migrent, donc on a des espèces qui sont plus présentes, on a les zones côtières qui se sont dépeuplées par rapport aux zones côtières qu'ont connues nos grands-parents et encore avant nos arrière-grands-parents. Donc on a considérablement changé le fonctionnement de nos écosystèmes marins. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a deux problèmes en fait au niveau de la législation européenne. Le premier, c'est qu'on autorise la surpêche, que les stocks qu'on autorise de pêcher sont supérieurs à ce qu'on peut pêcher. Ouais. Le deuxième problème, c'est au niveau des techniques qui sont utilisées, c'est ça ? Alors tout à fait. Alors on en a encore plein des problèmes, mais au niveau des stocks, c'est clair qu'aujourd'hui, on est dans une situation. Et donc chaque année, ces ministres qui se rencontrent pour fixer des quotas, leur but, c'est pas forcément de respecter les avis scientifiques, c'est plutôt d'essayer de voir comment je peux avoir un peu plus de quotas par rapport à mon avis scientifique et comment je peux le justifier. Et donc on est encore dans une situation où on bataille pour avoir des quotas qui sont fixés en lien avec l'avis scientifique. Et donc ça, c'est encore des combats à mener. Et on a aussi, bien sûr, au-delà, une fois que ces quotas ils sont distribués entre les différents pays, après, c'est les pays qui choisissent comment ces quotas sont distribués. Et donc là, il y a une vraie question et un lien aussi entre l'écologie et le social, c'est-à-dire quelle méthode de pêche on privilégie et quelle transparence on a à des niveaux nationaux sur ces allocations de quotas. Et donc là, on a encore des combats à mener, notamment à travers la pêche artisanale, qui est sous-représentée, qui ne bénéficie pas des relais politiques tels que la pêche industrielle, dont les quotas sont très faibles par rapport à une pêche industrielle, et dont généralement, ce qu'on définit comme de la pêche artisanale, c'est des petits bateaux, moins de 12 mètres, et qui utilisent des engins, ce qu'on appelle dormants. Donc pas actifs, donc des casiers, des lignes, des filets, en comparaison d'une pêche industrielle avec des bateaux beaucoup plus grands et qui vont avoir des chaluts, voilà, donc des engins plus impactants qui traînent sur le fond. Et donc il y a tout un enjeu aussi qui est de savoir quels critères on met sur ces allocations de quotas, sachant que la réglementation européenne normalement nous enjoint à avoir des critères économiques, sociaux et environnementaux. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas appliqué dans aucun pays. Et donc on a une pêche artisanale qui se retrouve défavorisée par rapport à une pêche industrielle qui récupère beaucoup des quotas. Et vous pensez que ça c'est encore réversible ? Est-ce qu'on peut là encore à l'heure actuelle agir là-dessus et pouvoir inverser la situation pour pouvoir retrouver des écosystèmes sains ? Bah oui, j'espère. Alors, ce qui est évident, c'est qu'on ne retrouvera jamais les écosystèmes d'il y a 600 ans, 700 ans, ère pré-industrielle et compagnie. Parce que même les conditions environnementales ont changé. Le changement climatique fait qu'on n'a pas les mêmes écosystèmes. Donc on ne retrouvera jamais ces écosystèmes. Et aujourd'hui, c'est plutôt et pour moi, c'est là où il y a un véritable débat de société. C'est quels écosystèmes on veut. Et ça, c'est pas qu'une décision politique, c'est pas qu'un choix qui appartient à différents secteurs, que ce soit le secteur de la pêche, mais aussi d'autres secteurs, l'aquaculture, le tourisme, les industries extractives. Donc voilà, on a plein de pressions qui sont là. Et donc voilà, il y a un véritable enjeu de citoyens, de quels écosystèmes on veut. Et ça, c'est une décision citoyenne à travers notamment les choix politiques qui sont faits par les décideurs politiques. Et donc on peut encore, à travers le choix de pêche qu'on met, le respect des avis scientifiques et même aller un peu au-delà et demander aux scientifiques d'intégrer encore plus les écosystèmes dans leur gestion, de pas que s'intéresser à tel stock, mais de prendre en compte l'écosystème et les relations entre les différentes espèces. Et donc oui, on peut encore améliorer l'état de nos écosystèmes, on peut les restaurer, et ça se voit très bien. Il y a des exemples typiquement sur le thon rouge, alors même si la pêche repart un peu à la hausse, mais le thon rouge, on voit très bien qu'en mettant en place une gestion très stricte, en restreignant la pêche industrielle, ces thoniers seineurs, on arrive à repeupler un stock. Et on arrive à retrouver des abondances et un poisson qui maintenant on en retrouve même en Bretagne, en mer Manche, alors que ça faisait un certain nombre d'années qu'on n'en avait plus pêché à ces endroits. Donc voilà, donc tout est encore à faire. Et peut-être une question un peu plus polémique, est-ce que vous pensez qu'on mange trop de poissons, que cette surpêche elle est aussi liée au fait qu'on mangerait trop de poissons ? Alors c'est évident, on mange trop de poissons. À l'heure actuelle, en France, la consommation elle est de plus de 30 kg, on doit être à, je crois, 35-36 kg par an, par habitant. Une consommation durable, ça serait autour d'une dizaine de kilos. Donc c'est évident qu'il y a... Et en Europe, on est dépendant, enfin on subvient nos besoins de poissons de ces 25%. Donc il y a 3/4 du poisson qu'on importe. Beaucoup de pays en voie de développement, d'Afrique, du thon qu'on va pêcher dans les océans tropicaux, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique. Donc on mange trop de poissons et en plus on ne mange pas forcément les beaux poissons.
Il y avait une étude qui avait été faite à Vous dites à qu'on Rennes. mange pas forcément les bons poissons, c'est... Et typiquement, en fait, quand on demande aux gens quel type de poisson ils veulent manger, ils vont dire je veux du poisson sauvage, frais, pêché par un navire français. Et les principales espèces de poissons mangés, ça va être du saumon, qui est du poisson d'aquaculture, pas frais et pas sauvage. Quand vous dites d'aquaculture, c'est les espèces de piscines à poissons Oui, l'aquaculture, c'est ça, c'est cultiver du poisson. Donc le saumon, on le fait se reproduire, on le fait grossir dans des fermes. Il voit pas la mer, on le fait grossir dans des fermes et derrière, ça donne le saumon qu'on a sur nos tables. Et donc c'est pas du poisson sauvage, c'est du poisson d'élevage nourri avec des farines de poissons qui, eux, sont des petits poissons pêchés dans les pays du Sud pour faire de la farine, alors qu'il pourrait servir à de la consommation humaine dans ces pays. Donc voilà, donc on est loin de consommer les espèces qui seraient plus durables de consommer parce que fraîches, parce que pêchées par des navires français ou européens et répondant à des cahiers des charges environnementaux beaucoup plus durables. Et donc nous, ce qu'on conseille, c'est notamment de manger moins de poissons, d'essayer de manger beaucoup plus des petits poissons, de la sardine, du maquereau, qui vont emmagasiner moins de polluants parce qu'ils sont moins hauts dans la chaîne alimentaire, qui se reproduisent beaucoup plus vite, donc sur lesquels la surexploitation est plus dure à se faire ressentir. Et puis quand on mange un gros poisson, de manger un beau gros poisson d'une belle espèce, de temps en temps, d'en faire un bon repas. Quand vous dites belle espèce, quelles espèces sont pêchées en mer? On a du Saint-Pierre, de la morue. Nous, on essaye aussi de dire qu'il y a des poissons qui sont dits un peu moins nobles, parce que moins chers, moins beaux, moins courants dans la consommation, mais qui sont tout aussi bons et qu'on l'encourage aussi à manger, comme du taco, du merlu. En fait, on revient un peu sur les mêmes débats qu'il y a autour de la viande aussi, sur est-ce que le poisson doit devenir un produit de luxe pour répondre à des besoins environnementaux, ou est-ce que ça serait un progrès que maintenant tout le monde puisse manger à profusion de la viande, du poisson, alors qu'il n'y a pas forcément de réalité nutritionnelle derrière et qu'il y a un impact réel sur l'environnement? Alors nous, dans nos situations, dans nos pays européens, je pense qu'il est nécessaire de se poser cette question et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment en disant on mange trop de poissons par rapport à un capital durable, naturel, qui serait d'une dizaine de kilos. Dans des pays en voie de développement, typiquement en Afrique de l'Ouest, où l'apport protéique c'est du poisson, ces questions elles ne sont pas encore là et elles n'ont pas de raison d'être là. Et la question c'est plutôt quel impact nos flottilles européennes ont sur les écosystèmes quand on va pêcher dans ces pays, et est-ce qu'on ne peut pas avoir une pêche beaucoup plus durable dans ces pays qui nourrissent la population, plutôt que de nourrir nous consommateurs européens, nourrir les populations locales. Et donc après, nous au niveau européen, c'est évident, donc à travers la consommation de poissons, à travers les choix aussi qu'on fait quand on achète du poisson, il y a la technique de pêche qui est indiquée, donc est-ce qu'on va acheter un poisson pêché au chalut ou plutôt un poisson pêché au filet, et après quelles espèces, sachant qu'il y a des espèces qui coûtent beaucoup moins cher, parce que moins nobles, mais qui sont tout aussi bonnes et peut-être plus durables d'ailleurs quand elles sont pêchées au filet ou avec des techniques plus durables. D'accord. Donc là, vous, Bloom, en tant qu'association, donc vous avez défendu déjà l'interdiction de la pêche en eau profonde, puis donc l'interdiction de la pêche électrique. Là, quels sont les prochains combats que vous voulez mener? Alors on a toujours la pêche électrique parce que c'est pas fini et donc là on va compter sur encore une fois les mobilisations citoyennes, les relais qu'on peut avoir. Justement, parce que nous on a l'impression que ça y est, c'est acté, ça a été signé. Donc le Parlement a voté contre, donc le Parlement est contre, la Commission est pour et veut étendre cette technique à l'ensemble de l'Europe. Et les États européens, c'est un peu compliqué, ça dépend des États, ça dépend de leur engagement, voilà. Et donc globalement, et puis ça dépend aussi du poids des lobbies, avec un lobby industriel néerlandais qui est très fort et qui est très fort pour faire passer ses idées. Parce que c'est vrai que, là encore une fois, je reviens là-dessus, mais nous en tant que citoyens européens, on nous a dit que ça y est, c'était voté, et des fois on ne comprend pas non plus trop ce qui se passe quand c'est voté au Parlement européen. On se dit ça y est, ça a été interdit. Il y a beaucoup de choses qui partent en trilogue, donc c'est-à-dire qu'en fait le Parlement donne son opinion, le Conseil, donc les ministres des États membres auront donné leur opinion avant, la Commission a son texte qu'elle propose, et après en fait tous se réunissent dans un lieu, il y a des réunions un peu opaques où on n'a pas accès, on ne sait pas trop ce qui se dit, et ils accouchent d'un compromis. Et donc voilà, c'est dans
ce cadre-là. Et donc là, actuellement, on est dans cette procédure où voilà, il y a des négociations en interne qui se passent et sur lesquelles il n'y a pas de regard citoyen fondamentalement. Et voilà, les trilogues aujourd'hui, c'est des procédures assez standards pour faire adopter tous les textes européens. Et donc voilà, il sera important. Et donc sur nos autres combats, donc on a la pêche électrique qui continue. On a aussi des gros combats sur les subventions à la pêche. Et donc notamment faire interdire les subventions néfastes qui encouragent la surcapacité, la surpêche. Et donc ça, c'est des négociations qui se tiennent en ce moment à l'organisation. Vous pensez que c'est un problème structurel ou... D'accord. Au niveau européen notamment, c'est un problème structurel, c'est-à-dire qu'on a beaucoup subventionné des flottes industrielles, on a subventionné la construction de bateaux et 7 ans plus tard on a subventionné la destruction de ce même bateau. Donc c'est l'argent européen qui a financé ça, donc notre argent à nous deux qui payons nos impôts. Donc il y a toute cette bataille sur les subventions à la pêche pour arrêter d'encourager la surpêche. Et donc il y a un certain nombre de flottilles qui aujourd'hui pêchent et qui ne seraient pas rentables s'il n'y avait pas de subventions. Donc voilà, il y a un enjeu derrière aussi de durabilité à travers ces subventions, qui est un enjeu pas que français, européen, mais aussi mondial. Et donc on travaille sur ces négociations. On travaille aussi sur la biodiversité en haute mer, parce qu'il y a des négociations qui commencent aux Nations Unies là-dessus. On travaille aussi, on a un gros programme sur les labels. Et donc voilà, quel label pour les produits de la mer, parce que là encore... Et c'est là aussi où il y a un enjeu citoyen pour s'informer sur les produits de la mer et où il y a un certain nombre de labels qui se développent et qui ne sont pas forcément des critères de durabilité. Ça dépend du cahier des charges et qui des fois labellisent beaucoup de choses qui ne sont pas durables, pas labellisables. Donc on essaye d'informer les citoyens aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi les accords de pêche avec les pays, entre les pays européens et les pays du Sud, parce qu'on a des accords de pêche avec des pays du Sud qui sont subventionnés par de l'argent européen et où pareil il est nécessaire d'avoir plus de durabilité, plus de transparence, plus d'inclusion des pêcheurs artisans locaux par exemple dans ces procédures de décision. Donc voilà, donc on a pas mal de combats. Bon, parfait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici donc à la Fête de l'Humanité pour notre émission Le Vent de l'Humanité, pour Le Vent se lève. Merci beaucoup. Merci. Et puis de toute façon, toutes les informations sont disponibles sur le site de Bloom, bloomassociation.org. Vous pouvez adhérer à la newsletter et puis nous soutenir. On essaye notamment de temps en temps de lancer des pétitions. Donc merci beaucoup en tout cas pour tout le soutien. Merci. Merci.